L'investigation Pierre Péan s'intéresse aux turpitudes de ce qu'on appelle la France-Afrique dans l'un de ce qui est présenté comme son joyau, le Gabon, pays riche en pétrole, surnommé l'émirat noir et qui fut tenu pendant des années par Omar Bongo, soupçonné d'être le grand argentier occulte des campagnes électorales françaises. Bonsoir Pierre Péan, merci d'avoir accepté d'être le grand témoin de 64 minutes. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon. C'est aux éditions Fayard. Pierre Péan, les deux derniers présidents français, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont promis d'en finir avec ce qu'on appelle la France-Afrique. Pour vous, ce système se perpétue bel et bien. Oh, c'est peut-être pas au même niveau qu'il y a 30 ou 40 ans. On n'en est pas au système Foccart, mais ce qui est sûr, c'est que, notamment sous Nicolas Sarkozy, eh bien, la notion de rupture avait été lancée et ça a continué. Et surtout, le point fort, c'était 2009, où je ne pense pas que Ali Bongo serait aujourd'hui président si la France ne s'était pas engagée derrière lui. Alors pour Hollande, pour François Hollande, c'est un peu tôt. Que va-t-il faire donc dans les élections 2016 ? J'ai l'impression qu'on peut espérer en tout cas que la France soit moins engagée ou qu'elle soit engagée dans une attitude de neutralité. Alors, vous dénoncez le financement notamment des campagnes électorales, ces financements occultes. Expliquez-nous qu'en est-il au juste ? Bah, écoutez, ça, je dirais que c'est pas un scoop. Ce que j'ai donné là, c'est j'ai repris un peu ce que j'avais écrit ici et là. C'est que au fond, le Gabon a été longtemps la tirelire de la Ve République. Alors, et donc j'avais déjà raconté ça dans Affaires africaines. J'avais même donné les chiffres. Cette fois-ci, j'ai pas les derniers chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à toutes les grandes campagnes françaises, il y a de l'argent qui vient du Gabon. Alors plus à droite qu'à gauche. Mais voilà donc. Mais pour vous, le Gabon est entre guillemets le pilier de ce que vous appelez la France-Afrique. Expliquez-nous pourquoi ce pays. En tout cas, c'est le plus caricatural. C'est pour ça que j'avais décidé déjà en 1983 d'écrire ça, Affaires africaines, alors qu'il s'agissait du Gabon, parce que c'était exemplaire. Alors pourquoi ? D'abord, le Gabon est riche. Le Gabon a du pétrole. Et puis, il y a une histoire aussi où le néocolonialisme s'est imposé sans doute plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que, notamment, l'arrivée de Omar Bongo, de celui qui s'est appelé Omar Bongo après, est directement lié à Foccart. Il n'y a pas de Omar Bongo sans Foccart, sans Pierre Guillaumat, le président d'Elf, et évidemment sans le général de Gaulle. Donc c'était, voilà, aujourd'hui on appelle France-Afrique. Moi je parlais à l'époque de néocolonialisme, et le type même du néocolonialisme. Il était vraiment surnommé papa, comme vous le dites ? Tout le monde, il y a des milliers de personnes qui appelaient Omar Bongo papa, ça c'est évident. Alors, vous accusez Ali Bongo, l'actuel président de la République du Gabon, d'avoir commandité des assassinats politiques pour arriver au pouvoir. Qu'est-ce qui vous permet d'avancer cela ? Alors, ma formulation, elle est moins brutale que ce que vous venez de dire. Je raconte surtout ce qui s'est passé en 1990. Et je raconte, parce qu'il est très très important, le noyau de mon livre tourne autour de l'article 10. De la Constitution. L'article 10 de la Constitution. Que dit cet article 10 ? C'est que un enfant adopté ne peut pas devenir président. Qui a décidé de faire cet article 10 ? Évidemment, Omar Bongo. Et donc, quand évidemment Ali Bongo a su que cet article qui était lié il y avait aussi un article qui a été prêt, pas dans la Constitution, mais comme quoi quelqu'un qui n'avait pas 35 ans ne pouvait plus être ministre. Autrement dit, Ali Bongo, qui était ministre des Affaires étrangères, a été obligé de démissionner. Et puis dans le même temps, il y a eu cet article 10. Autrement dit, sans article 10, je n'ai pas de livre au fond. Et donc, je raconte à quel point cet article 10 a été un problème. Il a été un problème déjà en 1990,
où il s'est révolté contre son père d'abord, et puis contre ceux qui avaient donné l'idée. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout comme vous le dites, mais en tout cas, il y a eu des réactions fortes d'Ali Bongo. Puis, ce phénomène s'est reproduit quand Omar Bongo était très malade et que la fin était inéluctable. Alors à ce moment-là, Ali Bongo savait bien qu'il allait se retrouver une nouvelle fois avec l'article 10 et cette fois-ci de façon définitive puisque son père allait mourir. Et donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? À ce moment-là, il a, pour qu'on ne lui reproche pas d'être un enfant adopté, il a voulu produire un acte de naissance. Mais l'acte de naissance qu'il a produit, eh bien, même un enfant de 10 ans peut s'apercevoir que c'est un faux acte de naissance. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le nom d'Ali. Or, il ne s'appelait pas Ali, hein, il s'appelait Alain. Hein, et puis, il n'est pas né au Gabon, hein, puisque le Gabon n'existait pas. Il est né à Brazzaville, qui était l'AEF. Et donc, même quand on voit cet acte de naissance, on voit bien. Et donc, il a fait monter sa mère aussi pour ça. Donc, dès le début, donc l'article 10, c'est le vrai problème. Alors justement, c'est ce qui provoque beaucoup de remous, Pierre Péan, au-delà de ce qu'on a évoqué en début d'entretien sur la France-Afrique. Curieusement, ce ne sont pas les malversations que vous évoquez qui provoquent l'indignation au Gabon. Vous affirmez donc qu'Ali Bongo ne serait pas le fils biologique d'Omar Bongo, mais un orphelin adopté à l'étranger. En quoi cela pose-t-il problème? Eh bien, ça pose problème. Évidemment, s'il n'y a pas d'article 10, je n'aurais jamais parlé de cette histoire, parce que ce qui est sûr, c'est qu'Ali Bongo est un Gabonais. Ça ne pose aucun problème. Mais à partir du moment où il y a l'article 10, eh bien, la question devient intéressante. Et donc, effectivement... Ça veut dire qu'il n'aurait pas pu se présenter, en fait, vous dites, à la présidentielle et accéder au pouvoir. Absolument. Alors, à ce sujet, on va écouter maintenant une réaction, celle d'un responsable de l'opposition gabonaise. Nous soupçonnons que ce soit des faits politiques tendant à la déstabilisation du pouvoir Gabon. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, vouloir déstabiliser Balbo. C'est comme ça qu'ils ont fait aujourd'hui au Burkina Faso. À mi-mandat, on veut créer des élections. Non! Le Gabon, ce n'est pas ces pays-là. Le Gabon est un havre de paix. Et nous demandons à tous les Gabonais de se lever comme un homme, comme un seul homme, pour dire ne touche pas à mon président de la République. Voilà, ce n'était donc pas l'opposition gabonaise, mais c'était l'ONG, un responsable de l'ONG Convergence. Réaction à ce qui vient d'être dit? L'ONG Convergence, tout le monde sait à Libreville que c'est l'ONG qui est très très proche de Meksan Akrombessi. Et donc cette ONG a annoncé qu'il qu'il portait plainte contre moi. Donc je trouve qu'elle est plutôt gentille, enfin, par rapport à ce qu'ils disent d'habitude. Alors on va écouter maintenant, si vous le voulez bien, une autre réaction, cette fois-ci de l'opposition gabonaise. Le serment, prêter la main sur la Constitution en 2009 par Ali Bongo Ondimba est donc une forfaiture préméditée, un parjure particulièrement grave, une haute trahison qui vaut condamnation par la Haute Cour de justice conformément aux dispositions de l'article 78 de la Constitution. Alors Pierre Péan, est-ce que vous ne craignez pas d'une certaine manière d'être instrumentalisé par l'un des acteurs politiques dans le pays, à savoir l'opposition gabonaise? Ça, c'est l'accusation qui est faite par le pouvoir actuel. Moi, j'ai pas eu besoin de l'opposition pour faire mon livre. J'avais pas eu besoin en 83, j'avais pas eu besoin maintenant. Mais ce que par contre, alors si on appelle ça instrumentalisation, pourquoi pas? Qui a lancé ce thème? C'est d'abord l'opposition en 2009, et puis ça a été repris en 2011, et puis surtout la campagne 2016, elle est pratiquement lancée, elle est lancée par des chefs de l'opposition, et donc ma conviction totale, c'est que en 2016, le thème principal va être l'article 10, et donc savoir si oui ou non Ali Bongo est né à Brazzaville, ou est-ce qu'il est né au Biafra. Donc autrement dit, si je fais ce chapitre et que j'intitule un enfant entre guillemets de Focard, c'est pas un hasard, c'est que je le vois dans la perspective des élections 2016. L'État gabonais a porté plainte contre vous. Est-ce que vous êtes, en tant que journaliste d'investigation, serein? Est-ce que vous avez tous les documents et toutes les preuves? Écoutez,
je suis content même parce que on va changer d'attaque. Jusqu'à maintenant, les attaques, elles étaient plutôt au-dessous de la ceinture. C'était des attaques ad hominem contre moi, prétendant que j'étais corrompu, etc., etc. Des accusations grotesques. Là, maintenant, on vient sur du sérieux. Sur le contenu. Vous évoquez d'ailleurs sans doute les révélations de Mediapart. Le gouvernement gabonais vous aurait proposé, il y a un an, 10 millions d'euros pour ne pas faire paraître ce livre. Vous auriez participé à des discussions secrètes à ce sujet. Qu'en est-il au juste ? C'est absolument faux, c'est grotesque, c'est grotesque. J'ai rencontré effectivement pour les questions du financement par la Libye de Nicolas Sarkozy. Et tout le monde sait que Ziad Takieddine a dit beaucoup de choses, y compris ces documents ont été utilisés dans Mediapart. Donc moi je sais qu'il est prêt à me parler. Je rencontre Ziad Takieddine et pour des raisons que je ne comprends pas, au moment il se met à me parler du Gabon. Ouais. Et donc via lui je vais rencontrer effectivement le porte-parole d'Ali Bongo. Et donc nous discutons, mais je ne sais absolument pas. J'ai su seulement 3 semaines ou 1 mois plus tard que Ziad Takieddine avait fait ce truc hallucinant, demandant 10 millions 150 000 euros. Alors j'aimerais terminer cet entretien avec vous, Pierre Péron, avec une question concernant le Burkina Faso. Vous le savez, l'ex-président Blaise Compaoré a quitté le pays il y a maintenant quelques jours. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe à Ouagadougou ? À Ouagadougou, tout le monde sait ce qui s'est passé. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de constater qu'on pensait que les mouvements populaires étaient cantonnés un peu plus au nord, notamment dans les pays arabes. On s'aperçoit que ce qu'on appelle aujourd'hui, il y a peut-être un printemps noir qui commence. Et donc, en fait, la rue existe aussi en Afrique. Pierre Péan, journaliste d'investigation, auteur de Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon, édition Fayard. Merci à vous d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes sur TV5 Monde. Avant de passer à la chronique